Lorsque je vous ai présenté ma nouvelle voiture, personne n'aurait parié que j'avais acheté une 968 CS. Et ça tombe bien puisque la vidéo du jour est sponsorisée par Winamax. Avant toute chose, je rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et que jouer n'est pas une alternative au travail. Winamax offre en ce moment 2 bonus de bienvenue aux nouveaux joueurs, aux personnes qui créent un compte sur Winamax. Donc c'est très simple, il faut se connecter sur l'application Winamax ou sur le site internet. Si je mets par exemple 50 €, j'aurai immédiatement 50 € offerts en pari gratuit, ce qui vous fera un total de 100 €. Ça fonctionne jusqu'à 100 €. Donc si vous mettez 100 €, vous aurez 200 € avec 100 € d'offert en pari gratuit. Et deuxième bonus, au moment de votre premier dépôt, vous pourrez en plus rentrer le code TGD10 qui vous permettra d'obtenir 10 € supplémentaires, cumulables à l'offre précédente, donc un total de 110 € offerts si votre premier dépôt est de 100 €, ce qui vous fait un total de 210 €. Le lien pour s'inscrire sur Winamax et profiter de ces 2 bonus est dans la description. Merci à eux de rendre ce tournage possible et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue aujourd'hui sur le circuit des écuyers au volant de l'une des plus extrêmes de toutes les Porsche. J'ai nommé la 992 GT3 RS, une voiture qui n'a cessé d'évoluer depuis la 996 GT3 dont on fête les 25 ans cette année. C'est une catégorie de voitures qui est chère dans le cœur des passionnés et qui, à chaque évolution, à chaque mise à jour, à chaque bond technologique, ne manque pas de nous faire rêver. Ce qui est certain, c'est que quelle que soit la génération, l'objectif a toujours été le même. Aller de plus en plus vite sur route, mais surtout sur piste. Et afin de vraiment ressentir ce que représente 25 ans d'évolution, j'ai décidé de comparer cette voiture avec cette voiture, la Porsche 911-996 GT3 de 1999, vous l'avez reconnu, c'est celle de Romain Monti qui va tout à l'heure me présenter sa voiture. L'objectif de cette comparaison, c'est d'évidemment comparer les performances des voitures, comment est-ce que les voitures ont évolué en 25 ans, mais surtout les émotions qu'elles font ressentir à celui qui les pilote, les sensations de conduite sur ce circuit des écuyers. Avant de poursuivre la vidéo, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important, on arrive bientôt à 115 000 abonnés. Suivez-moi sur Instagram et TikTok où je partage du contenu exclusif. C'est parti pour la vidéo. Waouh! Ça va Romain Monti? Ah merde, ça filme là? Oui, ça filme. Hey, bonjour. Enchanté, Romain Monti. Bonjour, Rafi. Pilote automobile. Ah ouais, non, éplucheur de légumes, j'aurais pensé. Mais... Alors, les pommes de terre, je vais faire une couche de pommes de terre. Ouais, une nouvelle combinaison en plus. Ouais, pas mal. Pour ça. Moi, jean basket. Classique. Bon, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, on est bien sur circuit aujourd'hui avec des Porsche. Aujourd'hui, comparaison entre ta GT3, ta 996 GT3 et la GT3 RS. Évidemment, on va les comparer en termes de performance. Elle est plus rapide. Oui, fin de la vidéo, merci. Alors évidemment, on va comparer les performances, la facilité avec laquelle on arrive à extraire ces performances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ton point de vue de pilote professionnel et moi plutôt d'amateur. Déjà, première question, pourquoi est-ce que tu as acheté cette voiture, la 996 GT3? Bah, tu me connais déjà, on avait fait un format sur la présentation de mon garage chez toi. Tu sais que j'aime bien les voitures qui donnent beaucoup de sensations sans aller extrêmement vite. Donc déjà, ça répond entièrement aux critères. En plus atmosphérique, en plus 911, l'aura Porsche. Donc première GT3 d'histoire, première de la lignée quand même de folie chez Porsche, qui remplace les RS.
1868 exemplaires de la voiture, donc c'est une voiture qui est rare. Très limitée. Tu vois, c'est plus rare qu'une 911 Speedster ou qu'une 911 ST aujourd'hui. Exactement, c'est vrai. C'est quand même assez fou de penser comme ça. 1949 exemplaires, si je dis pas de bêtises, pour le Speedster. Et la ST, je sais pas, c'est 2500. Ah non, d'ailleurs, attends, c'est 1963 la ST, donc en fait, elle a été produite à 5 exemplaires de plus, petite erreur. Oh. Et le Speedster, c'est 48. 1948. 48, ouais, c'est tout assez similaire, quoi. Mais on est dans le même niveau de rareté. Exactement. Ce qui est quand même assez important pour le préciser. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, première GT3 officielle, on va dire, de l'histoire. Avant, alors dans la catégorie un peu GT, on a vu la 993 GT2, qui était grosso modo une voiture de course avec des énormes turbos à ressauter, mais on n'avait pas encore vraiment cette lignée GT3, GT3 RS, GT2, GT2 RS. Ça, c'est la première. L'appellation GT3, en fait, c'est celle qui remplace RS chez Porsche. Après, ils ont fait des GT3 RS, mais la base de l'appellation GT3, c'est vraiment pour remplacer l'appellation RS. Oui, parce qu'avant, on avait les 964 RS, 993 RS, bien sûr. Et donc là, base évidemment de Porsche 996, la tienne est de 1999, ouais, si je dis pas toute première. Suffisamment important, en détail suffisamment visible pour le mentionner. Elle est rose. Elle est rose. C'est le Rubistar Neo ou le Rubistar original? C'est le Rubistar original, bon, en théorie, hein, c'est un covering bien sûr, qui est fait. La voiture n'a pas existé de cette couleur. Je trouve ça dommage d'avoir une GT3. En fait, 80% des GT3 étaient grises, donc je trouve ça dommage d'avoir une GT3 grise. Celle-là est bleue d'origine, donc c'est ce qui est relativement rare, mais c'est relativement sombre pour une GT3, donc moi j'aime bien le côté qui pète. Et donc effectivement, teinte d'origine, et je trouve que ça lui va super bien. C'était la teinte justement des 964 RS qui avait cette teinte-là. Que j'adore, et je trouve ça magnifique, surtout depuis que tu as changé les jantes en gris. Avant, elles étaient noires, je trouvais ça atroce. J'avais acheté avec les jantes noires, ça ne marchait pas du tout. Maintenant, on a refait à l'origine avec mon partenaire Jantes Industrie. Du coup, elles sont nickel, les jantes. C'est très très beau. Ça illumine vraiment la voiture ce matin dans Paris, c'était magnifique. Mais il y a un petit côté tuning avant, et maintenant, je trouve qu'avec les jantes gris, le rose, ça fonctionne bien. Bah, ça fait config élégant, surtout avec l'intérieur qu'on regardera après. Du coup, on a dit c'est la première GT3. Les GT3 chez Porsche, enfin les produits GT en général, on a toujours du travail sur 3 éléments principaux. On a le moteur, le châssis et l'aéro. Grosso modo, c'est là que toutes les améliorations sont faites, avec bien sûr une grosse cure de poids. Donc je vais te demander la puissance de ta voiture, le poids de ta voiture si tu le connais, et les spécificités qui font que cette voiture est beaucoup plus adaptée à la piste qu'une 996 normale par exemple. Alors déjà, une grosse spécificité sur le moteur, effectivement, parce que les 996 Carrera avaient le moteur de grande série. Ouais. Ça, c'est le moteur dit Mezger, donc dérivé de la 996 GT1 qui a fait 24 heures du Mans, donc qui prenait 9000 tours minute. Là, elle a été débarrassée du turbo et ça prend 7800 tours minute. Ce qui fait que c'est un bloc qui est ultra fiable, parce que le bloc de voiture de course d'endurance qui a été downgradé, donc forcément c'est un bloc qui est ultra fiable. Donc 360 chevaux en lieu et place des 300 chevaux d'origine, poids 1350 kg. C'est léger, hein? C'est léger aujourd'hui, mais c'était pas forcément plus léger que 996 Carrera de base à l'époque. D'accord, intéressant. Donc c'était pas forcément beaucoup plus léger. Par contre, effectivement, gros travail sur le châssis. 30 cm, ça fait beaucoup. 30 mm de réduction. Il n'y a plus de jantes. C'est un aéroglisseur, c'est l'aéroglisseur de Lucien qu'il a acheté là. Ça irait plus vite comme ça. 30 mm de moins, châssis réglable, donc tu peux gérer ta hauteur de caisse. Ok. Voilà, et effectivement sur la partie aéro dont tu me parlais, tu peux régler l'aileron arrière. Ouais, déjà en 99, tu peux régler l'aileron arrière. Les gens ne savent pas forcément, mais tu vois cette petite lame ici, compte toutes les 911 de manière générale. Si tu la perds, ça modifie complètement l'aéro de la voiture. D'accord. Donc la lame a une énorme incidence. Sur la GT3, on a évidemment le pare-choc avant qui est spécifique, les jantes qui sont pas spécifiques parce que je crois qu'elles existent sur la 996. C'est une option du coup, c'est l'option jantes GT3. D'accord. Elles sont spécifiques effectivement à la GT3 de base et c'est des jantes en plusieurs parties, c'est des BBS. Ok, elles sont très très belles. Ouais, moi j'adore avec tous les écrous autour là. Magnifique. On a des bas de caisse qui sont également spécifiques. Ouais, ça fait très tuning, j'aime beaucoup. Ouais, mais j'aime bien parce que la voiture, tu vois, c'est pareil, j'avais pris cet angle-là tout à l'heure. Elle est vraiment très ronde de partout et là on a ces bas de caisse qui viennent casser un peu cette rondeur partout. Je trouve ça assez amusant. Et on en parlait juste avant, si les micros saturent pas avec le vent, de cet aileron qui a vraiment une forme ultra caractéristique. Hein. Et on appelle ça boomerang chez les Porschistes. Ah ouais. Ou pince de crabe, comme tu veux. Pince de crabe? Ouais, j'avais jamais entendu ça. Oui, j'avais l'idée. Pince de crabe et effectivement, on le disait, en dessous là, il est réglable. Si tu as des vis, en fait, tu peux incliner cette partie ici. Donc ça c'est fixe et tu inclines cette partie là. C'est sur les phases 2 qu'il y avait un kit un peu pare-choc à l'arrière Non, c'était sur les phases 1, mais en fait quand tu prenais l'aéro-kit sur ta 996 normale pour imiter la GT3, tu avais ces petits boudins qui dépassaient là. C'est ce qui différencie une GT3 d'origine avec une 996 avec l'aéro-kit GT3. C'est ça. Et il faut savoir que là, comme tu la vois, la voiture, à l'époque en Carrera Cup, elles étaient exactement pareilles. Donc en 99, elles avaient le même aileron, enfin exactement la même carrosserie. Donc c'était vraiment l'esthétique d'une voiture de course, quoi.
Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre une Cup et une GT3 comme ça de l'époque. Ok, je vois qu'en termes de pneus, tu as une monte pneumatique, c'est du Pirelli, c'est du P0 Rosso, si je dis pas de bêtises, enfin oui, c'est marqué en fait. Ouais. Et c'est la monte d'origine, de lancement. Elles sont sorties comme ça, ouais, de la voiture. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on va pouvoir comparer les performances aussi en parlant des pneus. Parce qu'on sait très bien, moi je pense, j'ai vu ça il y a pas longtemps, quelqu'un qui disait ça, mais c'est complètement vrai. Tout le monde dit que les Carrera GT c'est extrêmement dangereux, par exemple. Mais si tu mets une Carrera GT aujourd'hui avec genre des pilotes Sport Cup 2 ou des pilotes Sport Cup 2R ou ce genre de pneus, chez Pirelli aussi, on a potentiellement une voiture qui sera moins dangereuse parce que la technologie a aussi beaucoup évolué. Les gens se rendent pas compte que le pneu c'est vraiment ta liaison au sol et réellement entre un bon pneu et un mauvais pneu, tu peux avoir du 3-4 secondes autour de différence. Bien sûr, et beaucoup de sécurité aussi de différence. Beaucoup plus de grip. Bien sûr, donc là ça va être intéressant de comparer les deux voitures par rapport à ça. Sachant que toi, sur la tienne, tu as des semi-slicks, en plus c'est des Cup 2R. C'est des Cup 2. Donc c'est quand même assez extrême. Oui. Moi c'est des pneus profil routier, donc déjà c'est quand même très différent. Mais ça va être intéressant aussi pour ressentir bien le comportement de la voiture. Elles sont sorties comme ça à l'époque, donc donc c'est parfait. Et maintenant on va comparer, du coup on va s'attarder un peu sur le gros bébé qui nous a été gentiment mis à disposition par Porsche France, la nouvelle 992 GT3 RS. Je teste l'aileron, je me mets dessus ou... Ouais, la table basse, vas-y monte dessus, ouais. Bon, GMK l'a fait donc c'est bon. Incroyable. 992 GT3 RS. Alors évidemment, il y a sûrement des gens dans les commentaires qui vont dire que vous aurez pu comparer une 996 RS avec une 80. Vos gueules. Bah non, mais toute première itération de la GT3, oui. Toute dernière itération de la GT3, c'est raccord. Même si techniquement, j'y ai pensé tout à l'heure, est-ce que la 911 ST, ça serait pas la toute dernière? Il n'y a pas écrit GT3 dessus. Il n'y a pas écrit GT3 dessus. Allez, ça marche. Débattez dans les commentaires. Ça, c'est la dernière GT3 RS. Bon, là, on est sur un autre niveau d'évolution. J'ai dit en introduction, l'objectif de la GT3 sur piste, ça a toujours été d'aller toujours plus vite. Surtout, aller toujours plus vite en restant atmosphérique. On a la possibilité de mettre des turbos avec les GT2, mais là, en restant atmosphérique, juste en voyant la voiture, on sait qu'ils sont allés au maximum. Je vois pas comment ils peuvent aller après ça. Tu sais que les propriétaires de cette voiture-là ont beaucoup du mal à l'exploiter. Ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, elle a tellement d'appui, tellement de grip, que finalement, ils n'arrivent pas à l'exploiter comme il faut et ils n'arrivent pas forcément à améliorer leur chrono par rapport à leur 991 GT3 RS MK2. Mais ça me surprend pas parce qu'en fait, je vais en parler dans l'essai. Bon, je suis pas pilote professionnel comme toi, mais j'ai quand même de l'expérience sur piste et c'est la deuxième fois que je conduis cette voiture et cette voiture me demande de recalibrer mon cerveau et je n'y arrive pas. La vraie marge de progression, aller chercher les centièmes, pour moi, il n'y a qu'un pilote professionnel qui peut le faire. Parce qu'un pilote lambda, il faut vraiment se faire violence pour faire confiance à la voiture et on va passer en revue tous les artifices extraordinaires de cette bagnole, mais il faut vraiment se faire violence pour l'exploiter fort cette caisse. Fun fact, je fais des chronos pour Motorsport Magazine, donc je chronomètre à peu près toutes les voitures récentes et normalement tu mets une voiture lambda ou une GT3, enfin je connais tellement bien ces voitures que tu me laisses 3 tours, normalement je fais le chrono avec la voiture et je peux pas l'améliorer. Avec cette voiture là j'ai dû faire peut-être 6 ou 7 tours avant de vraiment descendre de chrono, significativement le temps de m'habituer au grip qu'elle avait et de me dire qu'effectivement, pour ceux qui connaissent Manicourt, dans le premier gauche, qu'elle passe avec tellement de vitesse que finalement tu peux lui mettre et elle accepte. Et en fait, c'est effectivement là où la voiture est plus forte que ton cerveau. Et après, il faut que tu arrives à faire matcher ton cerveau avec ce que permet la voiture. C'est ça qui est absolument dingue. Alors, pour parler un peu justement de tous ces artifices mécaniques, technologiques, on a évidemment un aéro qui est ultra travaillé. Alors, ça se voit partout sur la voiture. Partout où vous regardez, il y a des ailettes, des parties, des extracteurs d'air, que ce soit sur le capot, des coupures dans la carrosserie, ici, sur le côté derrière les roues, les extracteurs d'air ici pour enlever la pression, les entrées d'air là sur le côté, la coupure à l'arrière, l'aileron, les lames sur le toit pour... Alors ça c'est quand même incroyable. Ici tu as un radiateur, donc tu n'as plus de coffre, donc l'air rentre à l'avant, ressort en air froid ici, et ces lames servent à conserver l'air froid pour qu'il rentre ici dans le moteur. Incroyable. Là c'est un niveau de dingue et quand tu te penches sous la voiture, il y a je sais pas combien d'ailettes aussi qui envoient de l'air vers les freins, vers le fond plat, qui diffusent tout ça, c'est vraiment hallucinant. T'as pas envie d'abîmer ta voiture dans la circulation, hein. Tu sais que le moindre élément... Ah bah là oui. Alors évidemment on peut pas parler de la 992 GT3 RS sans parler de cet aileron. Parce que mine de rien, effectivement l'appui qu'apporte ce truc là, tu vois, c'est massif. Quand je t'ai suivi tout à l'heure, c'était impressionnant d'être derrière. Tu mesures combien? 2,5 m. Pas très grand. L'aileron, c'est la hauteur de cet aileron, c'est hallucinant, la largeur. Et quand tu vois les spy shots du futur aileron Monte Racing sur le Nürburgring, les plaques là, elles vont jusqu'ici. C'est absolument infernal. Mais l'aéro sur cette caisse est monstrueux. On a évidemment toujours
le Flat 6. Alors là maintenant c'est un 4 litres qui développe 520 chevaux, la voiture est juste en dessous de la tonne 5 et surtout on a des liaisons au sol qui sont énormes, 335 à l'arrière et 200 je sais pas combien à l'avant, 275 à l'avant. Ça va. Toi à l'arrière tu as du 2,85 donc à l'avant c'est quasiment la monte de tes pneus arrière. Donc c'est vraiment hallucinant. L'intérieur j'en parlerai tout à l'heure. On a évidemment les roues arrière directrices aussi sur cette voiture. En fait on a, et on va en parler tout à l'heure, une voiture qui est capable d'aller très très vite même si le pilote est une burne. Ouais. Et ça c'est vraiment impressionnant. Et pour aller encore plus vite, il faut être un pilote très expérimenté. Et c'est ça qui est vraiment dingue sur cette caisse. En fait, elle te met facilement en confiance, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'après, pour aller chercher les derniers dixièmes et même les dernières secondes, cette voiture-là... Secondes même, je pense. C'est ouais, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est chaud. Parce qu'il faut se faire violence, encore une fois. Ouais, vraiment. Et puis surtout, moi, ce qui me choque le plus, mais ça, on va en parler tout à l'heure, c'est que normalement, une 911, si tu veux, t'as ce train avant qui va être un peu paresseux, avec lequel il faut travailler, il faut le charger et tout. Ça, t'as l'impression que le moteur est au milieu. C'est absolument hallucinant. Donc maintenant, ce que je vous propose, après cette petite présentation des deux voitures, c'est une présentation succincte, mais finalement qui rassemble les éléments principaux qu'il faut connaître sur ces deux autos. Je vais maintenant vous donner mes impressions au volant de la GT3 RS, et ensuite, pour faire une sorte de retour en arrière, je donnerai mes impressions au volant de la 96 GT3. J'imagine qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont contents que j'essaie une 96 GT3 parce que j'en ai jamais conduit avant ce matin pour faire quelques images avec ta voiture. Je devais en essayer une rouge il n'y a pas longtemps mais qui est tombée en panne donc j'avais pas pu le faire. Donc merci déjà Romain de me faire confiance avec ta voiture. Et ce que je vous proposerai aussi à la fin, c'est de vous mettre un tour embarqué un peu chrono avec Romain au volant qui sera bien plus efficace que moi dans sa GT3 et ensuite dans la GT3 RS pour vraiment avoir une comparaison des chronos et des vitesses de passage qu'il va pouvoir faire sur ce circuit des écuyers. Allez, c'est parti. La première chose qui choque dans cette GT3 RS en dehors de la vue de l'aileron à l'arrière, ce sont tous ces boutons. C'est vrai que des infos, on peut dire qu'il y en a sur le volant. On peut tout régler. Et pour moi qui suis quand même bon au courant des réglages qu'on peut effectuer sur une voiture, bah, je me sens un peu démuni face à tout ça. Ce qui est fou dans cette GT3 RS, c'est que déjà la qualité de finition à l'intérieur est vraiment superbe. Il y a du carbone partout, de l'Alcantara. Le volant est magnifique, même s'il est très impressionnant. On a ces nouvelles palettes magnétiques, tout en métal avec le plus et le moins, le grand compteur gradué jusqu'à 10 000 tours minute. Ces baquettes type 918 Spider qui, comme d'habitude, ont une assise très verticale et qui ont le mérite de très bien maintenir en plus d'être très beaux. Et dans un premier temps, j'adopte une conduite plutôt typée route avec cette GT3 RS, c'est-à-dire que voilà, j'enchaîne les virages sans trop en mettre non plus, sans trop en mettre non plus. Et la première chose qui bluffe, c'est la facilité. La facilité avec laquelle la voiture tourne, s'inscrit dans les virages. Même à une vitesse très réduite comme ça, on a l'impression que c'est télépathique, que la voiture finalement n'est qu'une extension de mon cerveau, voire même une extension un peu plus développée que mon cerveau, parce que comme on a pu le dire tout à l'heure, aller très vite avec cette voiture, ça demande du savoir-faire. Le son est directement très présent dans la voiture. Les carbones céramiques, après avoir chauffé, ont énormément de mordants. Inscription dans le virage, on sent l'arrière qui pivote grâce aux roues arrière directrices et le train avant est d'une précision, c'est immédiatement c'est hallucinant quoi. Là pour une voiture normale, je sais que j'adopte déjà un rythme qui est pas lent, mais pour cette voiture je sens que je suis pas à 50% des capacités. Déjà même là, l'appui que ça génère. Oh, la façon dont l'arrière pivote quand je rentre sur les freins comme ça.
Franchement, avec le grip qu'il y a à l'arrière, entre la taille des pneus, le poids du moteur et l'aileron, allez, on va monter le rythme un petit peu. Là, c'est mon cerveau qui me dit de freiner, mais je sais que la voiture pourrait passer tellement plus vite. Ce moment où vous rentrez dans le virage et vous sentez que les pneus travaillent tellement. Là, c'est fou parce que je sais que je vais déjà relativement vite. Alors évidemment, je ne connais pas ce circuit. Je ne connais pas non plus très bien cette voiture. Mais je sens qu'elle en a tellement sous le pied. Et je suis pas un pilote. Je suis un pilote. Je suis un amateur expérimenté. Mais je suis loin d'être un pilote. Et évidemment, l'objectif n'est pas de rouler comme un fou avec cette voiture, préserver quand même les pneumatiques et les plaquettes. Mais je sens que cette voiture, elle en a tellement sous le pied. Porsche s'adresse vraiment à des... pas qu'à des amateurs. Pas qu'à des amateurs, parce que la marge de progression, juste en termes de confiance au volant, est énorme. Énorme, absolument énorme. Et ce qui transparaît aussi en dehors des performances qui sont bluffantes, c'est à quel point la voiture est stable, télépathique, à quel point on peut s'appuyer sur le grip, sur l'aéro. On sent en confiance dans cette voiture. Et les sensations physiques déjà qu'on a au volant sont assez impressionnantes, ça remue. Enfin, moi j'ai besoin de me gainer là, par exemple dans ce virage, il y a tellement de grip, ma jambe gauche elle est tendue pour tenir mon corps dans le baquet. Et pareil au niveau du cou, je le sens déjà quoi. Je sens que je dois maintenir ma tête. Allez, on va augmenter un petit peu le rythme sur un tour en restant safe et propre. L'attaque au frein. On peut remettre la puissance très très tôt. Oh là là, le grip ici. La façon dont la voiture pivote, c'est dingue. Oh là là, le grip. C'est moi qui lâche dans les virages parce que j'ai l'impression que je suis déjà un peu à la limite alors qu'en fait tellement pas. Oh la vache, c'est vraiment très impressionnant comme voiture.
vraiment intrigué de conduire la 996 pour vraiment ressentir la différence. Me voilà assis dans la 996 GT3 de Romain, que je remercie encore de faire confiance avec son bébé. Alors il y a beaucoup de choses qui changent instantanément. La voiture est déjà beaucoup plus petite. C'est un truc de dingue. Dans la GT3 RS, on a une console centrale qui est énorme, j'ai de la place aux épaules. Là j'ai le coude qui touche le panneau de porte gauche, conducteur. Si jamais je l'étends un petit peu, tout est plus petit. C'est un environnement qui, moi je trouve qu'il y a son charme avec tout ce carbone sur la console centrale ici. Évidemment cette boîte manuelle. Ce volant un peu désuet qui est très grand, c'est amusant, il est très grand, la jante est assez fine. Et en effet on a quand même moins de boutons que dans la GT3 RS. Mais c'est la première fois que je conduis une 996 GT3. Donc je suis vraiment intrigué de voir ce que ça donne. Alors j'ai pu l'essayer un tout petit peu tout à l'heure, mais pas tant que ça. Donc évidemment je vais pas rouler comme un débile mental avec cette voiture vu que c'est celle de Romain, mais je vais quand même essayer d'en extraire un petit peu de performance et surtout de voir quelle est la philosophie de cette voiture par rapport à l'autre qui est vraiment orientée vers la perf à tout prix. Enfin pas à tout prix mais presque. Il y a énormément de plaisir dans l'autre voiture, mais c'est un plaisir qui est très différent. Allez, on va partir un petit peu. Alors déjà l'embrayage est assez long. On entend les freins qui crissent. La course de l'embrayage est assez longue. Déjà, alors ça c'est amusant, la différence immédiate. La différence immédiate, c'est que là je peux trouver la limite de la voiture en 2 secondes. Il me suffit hop, de tourner un peu plus comme ça et je vais sentir là le train avant saturer un petit peu, l'arrière tenter de suivre. La pédale de frein est très ferme. Ça pour le coup c'est assez ressemblant à la GT3 RS. Et là ce qui me parle immédiatement dans cette voiture, c'est que j'ai une meilleure sensation de ce que fait la voiture. Je sens les mouvements de caisse, je sens les pneus qui s'affaissent. La voiture est plus lisible. J'ai beaucoup moins de mal à savoir où sont les limites. Alors que dans la GT3 RS, les limites je ne sais pas où elles sont. Enfin, la voiture va tellement vite, elle a tellement de grippe. Là pour l'instant ce que je peux dire c'est que c'est une voiture qui est quand même déjà assez dynamique. Je sens que la limite c'est les pneus. Je sens que le châssis a beaucoup de potentiel, mais la limite c'est clairement les pneus. Et je sens là quand je rentre dans ce virage, quand je suis en appui, si je lâche un peu l'accélérateur, je vais sentir l'arrière qui va commencer à venir, ou alors si je mets un peu plus de volant, l'avant qui va travailler plus. C'est une voiture déjà qui communique beaucoup. Au niveau du son, c'est une ambiance différente. Vu que là je vais entendre beaucoup plus de sons mécaniques. Alors il y a les freins évidemment, mais il y a aussi et surtout on entend le pont à l'arrière un petit peu. Là je suis à la limite du train avant. Et là vraiment dans le virage, quand je vais lâcher un peu l'accélérateur, la voiture elle va venir s'enrouler autour de l'arrière. Ah, là je testais un peu les freins pour voir. Et ce qui me surprend tout de suite, c'est la légèreté de la voiture, et je le ressens parce que je mets pas énormément de moteur et la voiture prend vite de la vitesse. Forcément les temps de passage de rapport ne sont pas les mêmes qu'avec la boîte PDK de la GT3 RS. La voiture rebondit un petit peu, mais les mouvements de caisse sont bien gérés. Alors j'attaque vraiment pas au freinage pour préserver la voiture de Romain. Ouais, en réaccélérant tôt, l'autobloquant verrouille de manière assez franche, et les pneus qui sont un peu en fin de vie permettent une dérive assez saine. Il y a du moteur, hein. Il fait une belle sonorité ce moteur, il fait une sonorité pure je trouve.
voyez, là il s'est passé exactement... Ouais, c'est ça. Exactement, en fait, il se passe ce qu'on devrait ressentir dans une 911, mais qu'on ne ressent pas sur la GT3 RS. C'est le moteur en sac à dos. Là, on le sent vraiment. Là, si je lâche l'accélérateur, hop, le moteur, le poids qui est à l'arrière, il va embarquer la voiture. On a tout le temps cette sensation de rotation. Là, si je rentre un peu vite avec, hop là, avec le pied sur le frein, la voiture, elle va vraiment pivoter, mais naturellement. Alors que la GT3 RS, elle a ce châssis tellement efficace que finalement, on sent pas cette architecture qui normalement n'est pas normale, quoi. La direction dans cette voiture est aussi moins chirurgicale que la GT3 RS. Mais la voiture, ouais, c'est amusant parce que le fait que ça soit les pneus, la limite, on peut vraiment jouer avec le châssis. Et le châssis est vraiment très performant. C'est vrai que là, dans cette voiture, je vais plutôt me concentrer sur le fait de décomposer parfaitement les mouvements, de pas déranger la stabilité de la voiture, d'être fluide dans mes mouvements. Là où avec la GT3 RS, ça va plutôt être de la fluidité évidemment, mais aussi beaucoup d'agressivité quand même. Là, la voiture, cette voiture-là, elle va pas supporter autant d'agressivité qu'avec la GT3 RS. Et avec cette voiture, j'ai plutôt envie de me retrouver dans un rythme, dans un flow de conduite, alors qu'avec la GT3 RS, j'ai envie d'avoir le couteau entre les dents, quoi. Pour bien emmener cette voiture, il va d'abord falloir être très fluide sur les gestes, faire corps avec la mécanique. Là où avec la GT3 RS, il va falloir se mettre d'accord avec le curseur de peur que peut accepter votre cerveau. Oh, la sonorité est magique, puis ça avance, hein, on est déjà à 120, 130. La voiture est très lisible. Ah, j'adore, c'est vraiment génial. Le pédalier est vraiment très agréable pour faire le talon pointe. Et si on lui en demande un peu plus dans les virages, hop, on retourne. Oh, ça pivote, c'est fou. Il faut être plus patient avec cette voiture, on peut pas lui en demander autant. Mais c'est vrai que pour moi, pilote amateur, j'ai tout de suite, alors peut-être pas plus de sensations, mais plus effectivement l'impression de piloter cette voiture plutôt que d'être emmené, aidé par la technologie. C'est une expérience de conduite qui est très très grisante dans cette voiture, c'est beaucoup plus pur. Ah, j'adore et ça me donne envie de la faire glisser, alors je vais pas le faire. On va la faire refroidir un petit peu. L'idée c'est de rentrer par la route quand même. Ah mais j'adore la sensation. Ça doit être une voiture de route absolument géniale ça.
Conclusion, laquelle des deux voitures j'ai préférée? Alors je vous ai dit, on a comparé les performances et les émotions. En termes de performance, c'est indéniable. Attendez, c'était évident. La GT3 RS est absolument brutale. C'est une voiture qui est très impressionnante. Je l'ai redit plusieurs fois, mais je suis quand même quelqu'un qui a de l'expérience sur piste et qui a de l'expérience avec des voitures impressionnantes. Mais là, les capacités techniques et de vitesse de la voiture sont tellement importantes. Je me sens pas à l'aise pour pousser plus parce que je me dis mais ça va jamais passer. Et en fait, ça passe toujours. Donc ça, c'est vraiment une voiture qui est faite pour les pilotes, pour les gens qui vont manger du track day, aller gratter les dixièmes. C'est une voiture qui est très satisfaisante à conduire quand on arrive à dépasser ses limites mentales, mais qui demande, et puis il y a le prix évidemment qui remet aussi les choses en perspective. Neuf immatriculé en France, on est à plus de 400 000 € avec le malus, un peu moins avec quelques années, mais c'est quand même un plaisir particulier. Entre guillemets, il faut avoir les coronesses d'aller vite avec ça. De l'autre côté, la 996 GT3, qui est une découverte pour moi, et je remercie encore Romain qui est derrière la caméra de m'avoir fait confiance avec sa voiture, qui est une voiture qui propose une expérience complètement différente. Alors la voiture est très axée vers la performance, que ce soit par la légèreté de la voiture, le feeling, la transmission des informations à travers le châssis, le moteur qui je trouve est exceptionnel, la boîte de vitesse manuelle. Donc il y a tout un ensemble en fait assez tactile, assez sensoriel avec cette voiture qui vous pousse, plutôt que de rouler avec le couteau entre les dents, à rouler dans une conduite agressive mais la plus fluide possible. Bien décomposer les mouvements, bien freiner, pas trop déstabiliser la voiture. Il faut une conduite vraiment fine avec cette voiture, là où une conduite un peu plus brutale sera acceptée en fait par la GT3 RS tellement elle est performante. Donc si je devais choisir entre les deux, déjà en termes de prix, bon, forcément ça c'est plus abordable, on est entre 70 et 90 000 € pour faire une fourchette large. C'est une voiture qui est, je pense, très adaptée pour la route, parce qu'elle est quand même relativement souple. Ça, je pense que ça saute pas mal sur la route. Là, on est sur un billard, donc c'est pas facile à dire. Je pense que ça, sur une petite route de montagne, avec des virages, c'est une voiture qui est extrêmement aboutie pour faire ça. On a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations de conduite. Et sur piste, bon là, le fait d'avoir des pneus un peu éclatés, ça aide pas forcément, mais au moins, ça permet d'aller à la limite de la voiture assez facilement. Pas forcément d'aller à la limite du pilote, comme le demande la GT3 RS. Donc si je devais repartir avec une, je repartirais avec la 996 GT3. Enfin, si Romain qui tire la caméra veut bien. Non, bon, visiblement il n'est pas d'accord. Peut-être pas lui demander son avis. Et en plus j'adore la config. Voilà, je tiens à le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les chronos vous ont impressionné, parce que quand même on voit la différence de vitesse entre le chrono de la GT3 RS et le chrono de la GT3. 25 ans d'écart, l'évolution on la ressent, on la voit. C'est vraiment une expérience géniale de pouvoir tester ces deux voitures. Un immense merci au circuit des Écuyers pour leur accueil. Ils nous ont laissé la piste toute la journée. Le lien de leur site internet et du circuit est dans la description. Il y a souvent des track days, des journées glisse ici, donc n'hésitez pas. Merci à Romain évidemment pour le prêt, la confiance de sa GT3, et merci surtout à Porsche France pour la confiance avec cette GT3 RS. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à très vite sur The Glove Driver.